Alors, dans les gaz réels, on a des effets de deux types d'interactions entre des molécules, de deux types de forces d'interaction entre des molécules. À grande distance entre des molécules, il y a une force qui prédomine, qui est la force d'attraction entre les molécules. Les molécules ont une certaine tendance de s'attirer, déjà à grande distance, et ça devient de plus en plus fort aussi, dès que les molécules s'approchent l'une de l'autre. Ce qu'on représente ici, c'est la fonction énergie potentielle, vue comme fonction de la distance entre deux molécules. C'est l'énergie potentielle d'interaction entre deux molécules, ça. Nous, on appelle ça l'interaction entre deux molécules. La force d'interaction, ça, c'est la dérivée de cette énergie potentielle par rapport à la distance fois moins 1. N'est-ce pas? Alors, donc, par un genre d'habitude de langage, on appelle cette énergie potentielle une interaction. Même si c'est pas une force, c'est une énergie potentielle. Mais la force dérive de cette énergie potentielle. Alors, je suis en train de dire qu'il y a tout d'abord une force appelée attraction qui agit déjà à grande distance. Par exemple, à cette distance-là, elle est assez forte quand même. Et ça devient de plus en plus fort encore, à plus faible distance. Donc, au fur et à mesure que les molécules, deux molécules se rapprochent, elles s'attirent encore plus fortement. Elles s'attirent déjà à grande distance, elles s'attirent encore plus fortement. À cause de cette attraction, là, si vous revenez aux considérations de tantôt de collision sur la surface, imaginons que entre A et B, il y a une attraction. Donc, vous avez une molécule B ici qui attire A. Et à cause de cette attraction-là, qu'exerce B sur A, la vitesse de la molécule de A qui, normalement, aurait cette grandeur-là, ou bien cette grandeur-là dans la direction normale X, là, aurait une grandeur un peu plus faible à cause de cette attraction qui tire de ce bord-là, si la molécule B se trouve ici. Donc, comme ça réduit la grandeur de la vitesse typiquement d'une molécule A tombant sur la surface, ou bien d'une molécule B tombant sur la surface, là vous imaginez que vous avez une molécule A là. Par exemple, il y a une interaction entre cette molécule A ici et la molécule B qui est là, et c'est une attraction qui va atténuer la vitesse de vol présentée par les molécules B quand elles tombent sur la surface. Donc ça va atténuer la force exercée par ces molécules B quand elles tombent sur la surface. Donc à cause de ces attractions, j'espère que je vous ai convaincu par ce raisonnement-là, qu'à cause de ces attractions, on aurait une réduction de la pression. Réduction de la pression due à l'attraction. Et cette réduction serait proportionnelle à la densité de gaz A fois la densité de gaz B. Serait proportionnelle à la quantité de chaque partenaire dans cette interaction, dans cette attraction-là. Alors chaque densité, là maintenant on va considérer que A et B sont les molécules du même gaz, on parle d'un seul gaz seulement, et donc on a une réduction de P, de la pression, qui serait proportionnelle au produit de la densité du premier gaz avec la densité du deuxième gaz. Maintenant, si c'est le même gaz, c'est la même densité, donc cette partie-là, réduction de P,
le signe moins indique que c'est une réduction de la pression. Cette réduction de la pression est proportionnelle donc à la densité de gaz au carré. Et la densité de gaz, c'est petit n divisé par V, ou encore c'est 1 sur le volume molaire. V bar ici, c'est le volume molaire. Donc, on passerait de la loi des gaz parfaits, P égale nRT sur V, ou bien encore P égale à RT divisé par V bar, le volume molaire, à une nouvelle formule dans laquelle l'expression de la pression du modèle gaz parfait serait réduite par une quantité qui est inversement proportionnelle au volume molaire du gaz au carré, c'est-à-dire proportionnelle à la densité de gaz au carré de la densité de gaz, avec une constante de proportionnalité appelée premier coefficient ou bien constante de Van der Waals, petit a, voilà, positive, pour que le signe moins ici représente bien une réduction de la pression. Voilà, ça c'est l'effet du premier type de force d'interaction entre des molécules, des forces d'attraction. D'autre part, à faible distance internucléaire, cette force d'attraction, quand la distance entre deux molécules diminue suffisamment, la force d'attraction est dominée par un second type de force, c'est la répulsion entre deux molécules. Au fur et à mesure que deux molécules se rapprochent, au début elles s'attirent, mais quand on les amène suffisamment proches l'une de l'autre, elle a tendance de se repousser plutôt. Donc elle s'attire jusqu'à un certain point, seulement au-delà de quoi c'est plutôt un effet contraire, elle aurait tendance de se repousser. Donc il y a une composante des forces intermoléculaires qui s'appelle répulsion, représentée par une énergie potentielle qui est toujours positive et qui augmente fortement à faible distance entre les deux molécules, jusqu'à un tel point que ça constitue à un moment donné un mur pratiquement impénétrable, un mur de potentiel pratiquement impénétrable pour la paire, c'est-à-dire que la paire de molécules ne peuvent pas se rapprocher plus que cette distance-là. La courbe en bleu, c'est la somme des deux courbes vertes et rouges. Donc ça représente le potentiel d'interaction totale qui tient compte à la fois des attractions, donc cette branche-là descendante est due aux attractions qui l'emportent sur la répulsion. Et puis à un moment donné, c'est la force de répulsion qui commence à l'emporter pour donner un mur comme ça. Un mur pratiquement impénétrable. Et à cause de ce mur, les deux molécules ne peuvent pas se rapprocher plus qu'une certaine distance d'approche minimale, comme si chaque molécule vient avec un rayon. Donc en d'autres termes, les molécules ne sont pas des particules ponctuelles, mais à un certain volume. Et ces volumes-là ne peuvent pas s'interpénétrer. En d'autres termes, la répulsion entre des molécules se traduit par l'existence d'un volume d'exclusion qui est représenté par le volume en gris ici. Voilà.
Et ce volume d'exclusion, on l'appelle petit b, ça intervient comme une correction au volume molaire, au dénominateur de cette partie qui était écrite comme ça, et qui dérive, et qui est plutôt de la forme, loi des gaz parfaits. Là, ce volume est corrigé par ce volume d'exclusion, comme si le volume accessible aux molécules de gaz et le volume molaire macroscopique moins ce volume d'exclusion. Le volume vraiment accessible au gaz n'est pas le volume V bar molaire ici, mais V bar moins B. Voilà. Alors, l'expression finale de la pression que je vous montre ici définit précisément le modèle appelé modèle de Van der Waals. Avant de passer donc à la prochaine diapositive qui parle du modèle de Van der Waals, laissez-moi juste vous dire que là, ces deux molécules sont pareilles. On est en train de parler d'un gaz pur, là, constitué d'un seul type de molécule, H2 par exemple. Donc ces volumes en orange, c'est le volume représente une molécule considérée comme une sphère impénétrable. Et cette sphère est de rayon petit r. Et ce rayon petit r là est donc relié au volume d'exclusion petit b là par ça. Le volume d'exclusion petit b est une quantité molaire. Elle est égale à le nombre d'Avogadro fois ce volume de cette sphère. Cette sphère grise a comme rayon la somme des rayons de ces deux sphères oranges ici, donc 2R, 2R au cube fois 4pi sur 3, c'est le volume de la sphère grise qui représente le volume d'exclusion au niveau moléculaire, au niveau microscopique. On doit la multiplier ça par le nombre d'Avogadro. Alors, les deux paramètres, les petit a et petit b de ce modèle, appelé modèle de Van der Waals, sont appelés coefficients de Van der Waals. On peut trouver des tables dans des bons livres de chimie physique, vous donnant les constantes ou bien coefficients de Van der Waals. Petit a en litres carrés atmosphère par mol, petit b en litres par mol ici. Alors, vous pouvez aussi convertir ça en mètres carrés pascal par mol, qui sont des unités SI, mais très souvent dans les tableaux, on les donne, ces constantes, ces coefficients de Van der Waals, avec ces unités-là plutôt, ce genre d'unités. Alors là, ce tableau vous donne les constantes, ou bien coefficients de Van der Waals, petit a et petit b, pour un certain nombre d'espèces, soit atomiques ou bien moléculaires. À partir de la constante ou bien du coefficient de Van der Waals petit b, on peut par cette formule-là estimer le rayon de la molécule considérée comme une sphère incompressible. Par exemple, pour CH4, cette valeur de B, ça s'est tiré du problème numéro 17, du recueil de problèmes résolus, et le deuxième fascicule des notes
euh, que je mets à votre disposition là. Alors, petit b, pour CH4, supposons que c'est 3 égale à 3,29, 10 à la moins 2 litres par mol. Eh bien, petit r, qui est donné, donc, par cette formule, en inversant ça, là, n'est-ce pas, vous prenez petit b, vous divisez par N1, multiplié par 3, ça fait 3b divisé par N1, divisé par 4pi, ça fait donc 2r au cube. Donc il faut prendre la racine cubique de cette quantité 3b divisé par 4pi N1, pour obtenir 2 fois petit r. On veut petit r, donc on divise par 2. Et la application numérique, 3,29 10 à la moins 6 mètres au cube mol moins 1, c'est petit b, mais exprimé en unité SI au lieu d'utiliser du litre. N'est-ce pas? 1 litre, c'est 1 décimètre cube, mais 1 décimètre, c'est 10 à la moins 2, moins 1 mètre. Donc, 1 litre, c'est 10 à la moins 3 mètres cubes. Donc, on multiplie ça dedans et on obtient ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une erreur? Peut-être qu'il y a une erreur ici. Le nombre d'Avogadro, c'est 6,022 10 à la 23 moins 1. Alors, notez bien que dans les calculs, et je vous demande de faire ça, je vous recommande plus que fortement de suivre mes exemples, de toujours mettre des unités à vue dans tous vos calculs. Là, par exemple, ça c'est B, dans les bonnes unités, et ça, c'est le nombre d'Avogadro, dans les bonnes unités aussi. Avec ça, vous serez sûr que la valeur de petit r que vous allez obtenir est tout d'abord bonne et vient avec la bonne unité qui est l'unité internationale SI. Après tout calcul, j'ai obtenu 1,77 10 à la moins 10 mètres qui est, si on exprime ça en nanomètres, un nanomètre c'est 10 à la moins 9 mètres, donc ça fait 0,117 et quelques, ça fait 0,118, voilà, nanomètres. Deuxième calcul, ça c'est pour la molécule de H2. Les tables, j'ai trouvé que B est égal à 2,661 10 moins 2 litres, converti en, je me demande, est-ce que j'ai fait une erreur de conversion là, en mètres cubes, j'ai ça, et après tout calcul, j'obtiens un petit r de 0,509 10 moins 10 mètres. Alors, cette diapositive met en parallèle la loi des gaz parfaits et la loi des gaz réels représentée dans le modèle de Van der Waals. Alors, c'est deux exemples donc d'équations d'état d'un gaz, ça. Et si pour le gaz parfait, vous avez cette surface parcourue par ces isothermes, alors, dans le cas du modèle de Van der Waals, vous aurez des isothermes qui se présentent de la façon suivante. À haute température, à des températures supérieures à une température appelée température critique, ces isothermes ressemblent aux isothermes de gaz parfait. Donc, ça diminue de façon monotone, et au fur et à mesure que la température baisse, cet isotherme se déforme pour, à un moment donné, donc pour à une certaine température, appelée température critique, ça présente un point d'inflexion. Et ensuite, au-delà,
de la température critique, plutôt en bas de la température critique, cet isotherme se déforme complètement pour passer par un minimum avant de passer par un maximum là. Et ça donne ce genre de surface très différent de cette surface couverte par des isothermes de gaz parfait bien connus que l'on avait vu auparavant, n'est-ce pas? La vue en termes de graphique, à gauche, j'ai repris les isothermes de gaz parfait, la figure que vous avez vue auparavant, et là, à côté, c'est des isothermes de Van der Waals, exprimés en termes de variables réduites, c'est-à-dire, par exemple, pour le volume, c'est le rapport entre le volume et le volume appelé volume critique, c'est-à-dire le volume au point critique là. Pareillement pour la pression, c'est P divisé par la pression critique et la température aussi. Quand on indique que la température est 1 ici, c'est la température critique. Donc la température indiquée ici, c'est la température réduite aussi, T divisé par la température critique. La température critique étant la température, cette température-là, où on passe du régime, du domaine des isothermes strictement descendants comme ça, de façon monotone, au domaine des isothermes qui passent par un minimum et un maximum. Donc la température critique est cette température-là. Et à cette température critique, l'isotherme de Van der Waals passe par un point d'inflexion. En réalité, un système réel, un gaz réel ne se comporte pas comme ça. Ça se comporte pour des températures supérieures à la température critique. Voilà. Ça, c'est pour CO2. Donc des températures supérieures à cette température appelée TC ici, qui en degrés C, c'est 31,04 pour qu'un CO2. Alors, les isothermes sont des fonctions, dénotent des fonctions monotones de la pression en fonction du volume, comme quoi la pression diminue de façon monotone quand le volume augmente. Et ça ressemble aux isothermes de gaz parfait, sauf que ça, au fur et à mesure que la température baisse, ça commence à se déformer pour atteindre cette température critique où l'on passe par un point d'inflexion. Jusque-là, ça ressemble à la description par la formule de Van der Waals, du gaz de Van der Waals. Mais en bas du point critique, de la température critique, la situation est très différente en comparaison avec ces courbes de Van der Waals. Considérons l'isotherme à 20 degrés C, par exemple. Alors, vous voyez que cet isotherme est brisé ici. Donc, ça a deux branches. Cette branche-là, ABC, c'est la branche décrivant la variation de la pression d'un gaz, du gaz à cette température-là, en fonction du volume. Mais à partir du point C, le gaz commence à disparaître
pour devenir un liquide. Et ce plateau ici, le CAE, c'est le plateau indiquant la coexistence des deux phases liquide-vapeur. Là, au point C, le liquide commence à apparaître, mais c'est des traces seulement. Et au fur et à mesure que l'on va à l'intérieur jusqu'au point E, la quantité de liquide augmente, la quantité de gaz diminue, et on a un équilibre entre les deux phases liquide et vapeur là. Et là, en E, le gaz commence à disparaître complètement et on n'a que du liquide. Et cette branche-là, EF, décrit plutôt un liquide. Donc si vous voulez tout ça, vous pouvez dire que ça fait un isotherme, mais non pas d'un gaz, mais d'un fluide, qui peut être un gaz dans cette branche-là, puis un liquide dans la branche EF, et entre les deux branches, dans ce plateau-là, ça dénote plutôt une transition de la phase liquide, de la phase gazeuse à la phase liquide, plateau de coexistence des deux phases. Il n'en est rien dans le modèle de Van der Waals. En bas de la température critique, les isothermes passent par un minimum et maximum, et le modèle ignore complètement est-ce que vous avez un liquide qui se forme ou pas. Ça considère que vous avez un gaz, un fluide dans lequel vous parlez de pression qui varie avec le volume selon cette loi de Van der Waals, c'est tout. Alors il y a une construction appelée construction de Maxwell pour essayer de corriger, amender un peu au modèle de Van der Waals, et qui consiste à tracer cette ligne, définir cette ligne de coexistence des deux phases comme une ligne horizontale définie sur cet isotherme, un isotherme à une température donnée, par exemple, à cette température, ou bien à cette autre température. À chaque température, on fait la même chose, on cherche une horizontale qui est telle que ça définit, ça coupe cet isotherme, de sorte à définir une aire ici, une aire là, et là aussi vous avez une aire en haut, et vous devez choisir cette horizontale de sorte que les deux aires sont égales. Alors ça s'appelle construction de Maxwell. Alors, j'ai ici des images un peu plus claires. Alors, pour les températures plus élevées que la température critique, vous avez un seul fluide défini par une seule courbe comme ça, définit une seule phase. Cette phase, on appelle ça un fluide supercritique plutôt qu'un gaz ou bien un liquide, mais à des pressions, les volumes assez grands, c'est plutôt un gaz. Voilà. Et au fur et à mesure que la température s'abaisse, cette courbe va se déformer pour finalement présenter un vrai point d'inflexion ici. Ça, c'est le point critique. Ce point critique, ici, pour ce gaz, vaut 600, plutôt la température critique, vaut 647 Kelvin. Le volume, ici, c'est dans les environs de 90 cm3 par mol. Et si on baisse la température pour aller à cette température-là, eh bien là, on passerait par
on aurait un isotherme, c'est toujours de Van der Waals qui passe par un minimum et puis un maximum. Et cette horizontale, avec ces deux points orange, dénote la construction de Maxwell. Ces deux aires en bas et en haut sont égaux. Là, ça paraît pas et sont égales. Ça paraît pas. Elles ne paraissent pas égales. Ça, c'est dû au fait que l'échelle de volume ici n'est pas l'échelle linéaire, mais c'est une échelle dite logarithmique, ça. Pareillement à cette température plus basse encore que celle-là, encore une fois, l'isotherme de Van der Waals passe par un minimum et un maximum, et pour rejoindre la vraie situation expérimentale qui présente un plateau de coexistence des deux phases, la construction de Maxwell prescrit cette modification-là de l'isotherme de Van der Waals par ce tracé horizontal entre ces deux points en orange là. Le point critique est défini par le fait que la température critique est définie par le fait que l'isotherme passe un point d'inflexion. Ce point d'inflexion est appelé point critique, précisément. Et ça n'apparaît que à la température Tc. On trouve tout d'abord que, en cherchant ce point d'inflexion, en utilisant la loi de Van der Waals, on trouve tout d'abord que la température critique est reliée aux deux paramètres, aux deux constantes de Van der Waals par ceci. C'est égal à 8A divisé par 27 RB. Et ensuite, on trouve que la pression critique est donnée par petit a divisé par 27B au carré, et le volume critique est égal à 3B. Il y a un certain nombre de problèmes dans le recueil de problèmes résolus qui portent sur le point critique. Donc, votre devoir que je vais vous donner à faire pour la semaine prochaine, vous aurez l'occasion de faire ce genre de calcul aussi. Donc, par exemple, au problème numéro 16, on vous donne un gaz qui possède qui est bien représenté par la loi de Van der Waals avec ses paramètres de Van der Waals. Petit a égale 0,76. Ici, la pression est exprimée en pascal, le volume en mètres. Donc, c'est en SI ça. Hein. Et B aussi est exprimé en mètres cubes par mol. Donc, c'est en SI aussi. Et à partir de ces valeurs-là, on calcule rapidement que la température critique est égale à 231,8 Kelvin. La pression critique vaut 2,06 mégapascal, c'est-à-dire 10 à la 6 pascal. Le volume critique est égal à 3B, 3 fois le volume d'exclusion B, ça vaut 3,5 10 à la moins 4 mètres cubes par mol. Problème 18, on donne les constantes critiques de l'éthane, température critique, pression critique, volume critique. Donc, au lieu de donner les coefficients de Van der Waals, on donne plutôt ici les constantes critiques de l'éthane et on vous demande de tirer à partir de là les deux constantes ou bien coefficients de Van der Waals, petit a et petit b. Donc, en inversant ça, tout d'abord, pour obtenir B, c'est très facile. Vous voyez que B est égal au volume critique divisé par 3, tout simplement. Et en combinant, en utilisant soit cette relation ou bien celle-ci, je crois que c'est celle-ci qu'on est en train d'utiliser.
utiliser, on obtient petit a égale à 27 grand R fois B fois TC, mais ça 27B fois R fois TC divisé par 8. Application numérique. Alors, ça vous donne un modèle de problème résolu que je vous recommande de suivre. Ça vous donner toujours le raisonnement, la démarche, quoi, le raisonnement littéral, voilà, au complet, avant de passer au calcul numérique, appelé application numérique. Là, on remplace VC par la valeur donnée dans le problème, dans l'énoncé, 148 cm3 par mol, divise par 3, on obtient B qui vaut ça. À partir de cette formule-là, connaissant B qu'on vient de calculer, qui apparaît là d'ailleurs, hein, on a petit a égale à 27 petit b ici. Ça, c'est R. Notez bien que c'est exprimé en litres décimètres cubes, atmosphère N20-1 par mol, hein, à cause des données du problème qui sont exprimées de cette façon. Ça, c'est en centimètres cubes, et là, c'est du atmosphère. Donc, la constante des gaz parfaits, hein, et la forme de la constante des gaz parfaits, la mieux appropriée pour ce problème, c'est celle qui utilise cette unité-là, ces unités-là. Ce n'est pas obligatoire de faire ça. Vous pouvez choisir de tout convertir en SI et effectuer les calculs en SI. C'est même recommandé de le faire. Mais si vous utilisez des unités autres que du SI, vous ferez mieux d'être très cohérent et de faire bien attention. Par exemple, la constante des gaz parfaits, ce n'est pas 8,314, ainsi de suite, joule N20-1 par mol, mais c'est plutôt ici 0,082 et quelques décimètres cubes. Ça, c'est du litre, ça. Atmosphère, N20-1 par mol. Voilà. Alors, après tout calcul, on obtient un petit a en atmosphère décimètre à la 6, mol moins 2, et ça vaut 4,172.